Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle intervention, dans cette nouvelle émission que je tenais à partager avec vous. Ici donc François Ablé, content de vous retrouver à travers cette énième intervention sur bien sûr la politique monétaire américaine et ce que nous suivons, ce que nous voyons en ce moment sur les marchés financiers, notamment les mesures qui sont prises par la Fed en vue de lutter contre les difficultés économiques auxquelles le marché dans son entièreté fait face, hein, ce ralentissement économique, cette récession, si on peut l'appeler ainsi, ou ce ralentissement économique, tout dépendant de la terminologie auquel on veut lui donner. Mais il s'avère que, on le constate d'ailleurs, que la plupart des économies sont au ralenti et certaines économies même commencent un peu à en partie, d'accord? Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé, je suis donc trader, analyste et puis aussi observateur de l'actualité financière, politique et aussi géopolitique. Donc, je partage souvent mes points de vue sur cette page sur laquelle vous vous trouvez actuellement, qui est donc mon académie qui était donc en activité, qui est le GSTA, d'accord. Donc j'ai conservé cette même page où je continue toujours à donner mon point de vue et à fournir du contenu pour aider les gens à comprendre ce qui se passe sur le marché financier et aussi sur la politique internationale. Ok. Alors, mon point de vue sur le fait que, la question c'est, est-ce que nous sommes sortis du bear market? Parce que j'ai vu beaucoup hein, d'analystes écrire des articles. J'ai également vu il y a d'ailleurs un article de Bloomberg qui est sorti aujourd'hui pour montrer que le bear market était maintenant derrière nous. D'accord? Donc, je fais cette vidéo pour présenter mon point de vue. Ok? Alors, moi, de mon point de vue, je crois que le bear market n'est pas fini. D'accord. Euh, les raisons sont simples. Vous comprenez. Si on prend, si on étudie le marché financier de façon objective, hein, depuis maintenant, surtout vous l'avez certainement remarqué quand je faisais mes vidéos depuis un bout de temps, quand on regarde le marché depuis août jusqu'à août 2019 jusqu'à maintenant, on s'en rend compte que les indicateurs économiques, les indicateurs conjoncturels, n'étaient pas au meilleur de leur forme. C'était pas pire, comme j'ai l'habitude de dire, mais ils n'étaient pas non plus extraordinaires. Donc il y avait une certaine difficulté, un certain mal que ces indicateurs-là, on va dire, montraient euh, que l'économie était un peu en difficulté. On a vu également que le marché, le taux de chômage était relativement très bas depuis 50 ans, ce qui est vrai. Mais au niveau des indicateurs sectoriels, conjoncturels, donc la production industrielle, les commandes des biens durables, le PMI et même l'indicateur de l'inflation annuelle, en rythme annuel, et puis aussi le taux de croissance, n'était pas si spectaculaire comme montraient les prévisions de la Fed, qui étaient des prévisions optimistes de janvier 2019. D'accord. Alors, quand on étudie ça, c'était avant que le coronavirus n'arrive, on regarde ça, on voit qu'il n'y avait pas de choses extraordinaires à voir. Et à partir de janvier, avec la crise, donc la propagation du virus à l'échelle mondiale, qui a débouclé sur, on va dire, un crack pétrolier, hein, une chute brutale des cours du pétrole, et qui s'est transporté progressivement vers les marchés financiers. Aujourd'hui, la Fed a décidé d'aller à coup de trillions, pas de milliards, mais de trillions. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu en Europe en 2012 avec la célèbre phrase de Mario Draghi qui disait We're doing whatever it takes. Donc, on va faire tout ce qu'il faut, même si, que ce soit ce qu'on nous avons, que ce soit ce que ça prend. Cette fois-ci, on est dans le whatever it costs. Hein. Donc, c'est-à-dire que quel que soit ce que ça coûte, nous allons mettre en place de l'argent et nous allons insister pour que le marché puisse retrouver les niveaux supérieurs parce que les entreprises ont commencé à fermer, on commence à avoir une nouvelle disposition
avec le télétravail, on a vraiment des répercussions grandissantes au fur et à mesure que l'évolution auquel on assiste, on a des répercussions grandissantes. Vous comprenez? Bon, alors moi, de mon point de vue, nous ne pouvons pas, d'accord, nous ne pouvons pas faire oublier 35% de hausse, quels que soient les moyens de la Fed. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos, si vous me suivez, que le mandat de la Fed n'est pas d'éviter une récession. D'accord? Le mandat de la Fed est plutôt d'atténuer les impacts économiques de la récession. C'est différent. Alors que ce que nous voyons maintenant, c'est un entêtement à vouloir tout simplement faire oublier ou éviter à tout prix une récession. Comprenez? Et quand c'est comme ça, ça ne fait que créer d'autres problèmes. D'accord? Puisque actuellement, si je vous dis que la dernière crise financière de 2008, c'est qu'on appelle the Great Recession en 2008, sous l'ère Obama, ça a coûté finalement au gouvernement américain, selon le plan de sauvetage, ça a coûté au total 3,7 trillions de dollars. Il y avait eu une première enveloppe qui avait été signée par le Congrès, comme maintenant, de 800 milliards, qui était le plan de sauvetage pour éviter la faillite de plusieurs banques systémiques, plusieurs banques à caractère systémique, dont Danske Bank en faisait partie, la Deutsche Bank et la Danske Bank, et puis aussi Lehman Brothers, et ainsi de suite, vous les connaissez dans le top 5 de la finance américaine. Donc la première enveloppe de 800 milliards avait été signée en 2009 pour renflouer les caisses qu'on appelait le Big Bail-out, d'accord? Le renflouement des caisses. Et après ça, il y a eu plusieurs injections continuelles qui ont duré de 2009 jusqu'à 2013, d'accord? Jusqu'à 2013. Pour sortir et pour amorcer, pour permettre à ce qu'on puisse reprendre, c'est-à-dire la reprise économique. Et en 2014, au moment où il fallait commencer maintenant à normaliser la politique monétaire, les taux d'intérêt n'ont plus été touchés et on a laissé le marché, on l'a dompé encore avec plein de liquidités jusqu'à ce qu'en 2014, on prenne la décision d'arrêter de gonfler le bilan de la Fed, d'accord, ce qu'on appelle le balance sheet. Okay? Donc, depuis 2014 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mesures pour rétablir l'évolution des marchés financiers dans son ensemble. C'est-à-dire que d'amener une politique où les marchés montent avec les taux d'intérêt, avec la croissance qui est stimulée par la consommation. D'accord? Aujourd'hui, en 2020, nous avons eu un mouvement similaire que 2008, sauf qu'il s'est fait plus rapidement. Hein? Souvenez-vous, nous avons effacé pratiquement cette année de hausse en un mois, en un retracement d'un mois, créant ainsi une correction de 35%. La seule différence entre 2008 et 2009, c'est en 2008, 2009 et 2020, la seule différence c'est que le marché n'était pas aussi surévalué comme il était maintenant. Vous vous rappelez que le SP500, avant de corriger, il était à quasiment 3400, d'accord? Il est quitté de 3400 à 3000, donc il était surévalué de 400 points, il a corrigé, d'accord? Ensuite, il est resté sur des niveaux relativement stables avant de replonger pour aller chercher vraiment les plus bas. Donc, le plus bas enregistré sur le SP500 a été de 2200. Et après, maintenant, on a eu l'intervention de la Fed qui a dit que nous allons renflouer les caisses de l'État pour permettre. Et actuellement, nous ne sommes pas dans un plan de sauvetage. Nous sommes dans un plan, dans un stimulus. Et c'est la troisième reprise que nous avons commencé. Parce qu'au départ, ça avait commencé avec le district bancaire de plusieurs banques, qui est donc l'une des plus grosses banques dans le district bancaire des États-Unis, qui est la banque de New York, qui est dirigée par John Williams. On a injecté là-bas 400 milliards. Après ça, on a regardé aussi au niveau de Dallas. On a mis un autre 300 milliards. La Fed de Saint-Louis a imprimé encore un autre ticket de 300 milliards, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que le Congrès a voté récemment, une enveloppe d'injection globale de 2,2 trillions de dollars. D'accord? Donc, ce mouvement qui a été fait, c'est pour donner, on va dire, un espoir au marché d'y croire qu'on pourrait retrouver les niveaux historiques. Mais cette mesure qui a été faite n'a rien d'économique. C'est une mesure politique.
Pourquoi? Parce que vous savez que le président Donald Trump est un ardent et un fervent défenseur des marchés haussiers, d'accord? Donc, lui, il utilise les marchés haussiers, donc la bonne forme, la bonne santé du stock market, comme un argument de campagne électorale, d'accord? Donc, il va faire tout pour que les actions ou les actions et les obligations, et certains titres à risque, soient toujours maintenus sur des niveaux supérieurs afin de pouvoir utiliser ça comme crédit pour gagner les élections, pour briguer un deuxième mandat. Mais s'il s'avère que, par exemple, il est réélu, il s'en fichera parce qu'il sera de toute façon dans son dernier mandat. Donc, il n'y aura pas d'entêtement comme dans lequel nous sommes actuellement, auquel nous assistons, à vouloir maintenir les marchés financiers à la hausse. Vous comprenez? Donc, ces mesures qui sont là, qui semblent être spectaculaires, sont des mesures qui auront des conséquences néfastes sur le point de vue économique. Et vous allez voir que le marché bientôt va anticiper ça parce que déjà, selon Jérôme Powell, et si on continue comme ça à injecter l'argent dans l'économie, on peut atteindre leur balance sheet, donc le bilan de la Fed, peut atteindre pratiquement 10 trillions. D'accord? Et 10 trillions, ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des mesures qui sont utilisées pour sauver, d'accord, pour sauver les gens qui sont dans le coronavirus. Ce sont des mesures qui sont injectées dans la bulle financière afin de maintenir, la valeur des indices élevés et donc de récompenser en quelque sorte tous ceux qui détiennent des titres financiers. Voilà pourquoi le président américain a dit de supprimer, de bannir complètement les actions de vente à découvert, donc de short, comme on dit dans le domaine. Il a demandé également à ce que tous ceux qui détiennent les actions ne les vendent pas. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas les vendre et si vous êtes vendeur, vous devez les maintenir de sorte à ce que on stabilise les prix. Il a aussi demandé encore plus d'injections de liquidités au fur et à mesure. Donc, vous voyez une série de mesures pour s'assurer que les marchés actions maintiennent toujours leur niveau. Ensuite, il a demandé également à ce qu'on injecte de l'argent au niveau des bons obligataires corporatifs, c'est-à-dire de s'assurer que les entreprises, et c'est ce que je disais dès le départ, c'était donc l'erreur que Jérôme Powell a fait. Vous voyez que finalement on me donne raison. Parce que si vous vous souvenez aussi au niveau de mon intervention, au lendemain où Jérôme Powell avait diffusé dans la presse qu'ils vont baisser les taux d'intérêt de 50 points de base, moi j'avais fait une vidéo, j'avais dit publiquement qu'il fallait plutôt intervenir au niveau corporatif, donc permettre d'injecter de l'argent dans les secteurs et de renflouer les caisses des différents compagnies, plutôt que de commencer à baisser drastiquement les taux directeurs. Vous voyez? Donc c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Mais actuellement, c'est trop tard, puisqu'ils ont déjà baissé les taux d'intérêt. Visiblement, on va se retrouver vers des taux d'intérêt négatifs, parce qu'on est déjà à un taux d'intérêt zéro. Ça aussi, je l'avais mentionné. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Banque centrale sera à coup de souffle. Puisque si la confiance des ménages ou la confiance des consommateurs n'est pas au rendez-vous, compte tenu de l'évolution, on va dire, drastique des marchés, mais il n'y a rien de fondamental qui puisse soutenir à long terme ce qu'on appelle ce recovery ou ce V-shape, comme on parle en anglais, c'est-à-dire ce V-bottom, là, pour ceux qui font l'analyse technique. Il n'y a rien de concret pour soutenir un tel retour. Les détenteurs d'actifs financiers vont se départir des actifs qu'ils ont à tout prix pour encaisser de l'argent. C'est pour ça que là, on parle souvent de l'expression cash is king. Vous comprenez? Donc, les deux scénarios qui sont là, c'est que les acteurs du marché risquent de pouvoir anticiper une déflation à venir. D'accord? Un risque déflationniste parce que injecter 10 trillions dans le système comme ça serait vraiment catastrophique pour l'économie. Et il faut que quelqu'un le paye, d'accord? Donc déjà, on a la dette étudiante qui atteint déjà 4 trillions. On a la dette des consommateurs, donc il y a un risque de crédit, c'est-à-dire le défaut, le credit crunch ou bien le credit default swap, d'accord? Donc ce sont en fait des produits toxiques qui avaient coulé on va dire, qui avaient précipité
la crise financière de 2008 parce qu'on avait un gros problème de solvabilité du côté des consommateurs. Et actuellement, si on injecte cet argent dans l'économie, ben, il faut que quelqu'un rembourse. D'accord? Sauf que la masse financière ou bien les différents consommateurs actuellement n'ont pas les moyens de pouvoir acquiescer un tel volume d'argent. Si on s'amène à endetter massivement les gens, donc on a 10 trillions dans le système, on va donc baisser les crédits, on va émettre plus de bons corporatifs pour que les entreprises puissent s'endetter à réinjecter l'argent dans le système. Mais pour réinjecter l'argent dans le système, il faut avoir confiance au système. Mais si on n'a pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? On va garder l'argent avec nous, on va éviter de dépenser. Et si on évite de dépenser, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donc amener les prix à chuter brutalement dans l'économie. Le niveau général des prix risque de chuter brutalement parce que les gens refuseront de dépenser parce qu'ils n'ont pas, ils se sentent appauvris. D'accord? L'argent n'a plus de valeur, donc ils ne vont pas s'amener à dépenser tout et n'importe quoi. Donc ils vont conserver leur argent. Et ça, on risque de voir, c'est ce que je disais souvent dans mes vidéos, je parlais de japonification de l'économie américaine. Et on n'en est pas loin, d'accord? Donc, ce rebond à très court terme, ce V-shape qu'on voit, ben, il a un caractère pervers parce que sur le moyen et long terme, les risques qu'il crée, ce sont des risques de crédit, un gros risque de crédit et aussi un risque de déflation. Vous comprenez? Et évidemment, la Fed, en imprimant, en injectant de l'argent, au lieu de s'attaquer directement au problème, elle fait l'erreur de confondre les effets du coronavirus avec la baisse des marchés. Comme je vous ai dit, depuis août 2019 ou même avant, les marchés financiers n'étaient pas en bonne santé. Je vous ai montré plein de vidéos, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai expliqué du mieux que je puisse. Je vous ai montré à quel point les signaux et les indicateurs économiques clés montraient vraiment une faiblesse de l'économie américaine. Et donc, aujourd'hui, en le maintenant coûte que coûte sur des niveaux élevés, quand il y aura un déclencheur ou un catalyseur, ça va être juste catastrophique, d'accord? Actuellement, à très court terme, le marché rebondit, d'accord? Certaines personnes sont contentes en disant oui, c'est fini. D'ailleurs, je vous ai posé une question à la fin de la vidéo pour un petit sondage pour répondre si vous pensez, vous, de votre côté, que la baisse des marchés c'est terminé, on peut l'oublier, on retourne vers de nouveaux cycles haussiers, ou alors non, on est encore là-dedans et le pire reste à venir. Vous allez répondre à ce petit sondage pour voir un peu l'opinion des gens, qu'est-ce que vous pensez. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a deux scénarios. Premier scénario, les marchés rebondissent maintenant, se stabilisent jusqu'aux prochaines élections de novembre 2020. Et si Trump, bien sûr, est réélu, peu importe, les marchés vont poursuivre leur mouvement. Et je crois certainement que on ne peut pas éviter une récession. Donc forcément, ça va arriver. Et son inaction risque de précipiter encore des mouvements baissiers. Et le marché ira là où il était supposé aller. Ça, c'est le premier scénario pour moi. Le deuxième scénario, c'est qu'on fasse justement, on reprenne la hausse et que finalement, d'accord, en constatant les effets qui sont virtuels, parce que l'argent est juste injecté dans l'économie sans pas, il n'y a pas vraiment de raison fondamentale. Ça entretient une bulle d'ailleurs, puisque récemment on a vu Mme Lagarde qui a dit qu'elle va mettre en place ce qu'ils appellent le PEPP, donc c'est un programme d'urgence de rachat d'actifs, d'accord, pour soutenir aussi l'économie de la zone euro, notamment l'Italie, racheter systématiquement toute la dette des entreprises et même de certains pays, au moins à 33%, d'accord? Et ça, ce sont des mesures quasiment catastrophiques parce que économiquement, ça va pousser certains États qu'on peut qualifier de bandits à faire des bêtises dans leur budget et de le ponctionner sur le fait que la BCE va les aider à renflouer les caisses. Vous comprenez? Donc là encore, on risque de recréer le même risque qu'il y avait au niveau de la Grèce en 2012-2013.
Et c'est ça même qui a précipité justement, qui a suscité les questions sur les eurosceptiques. S'il fallait sortir certains pays comparés à d'autres à cause de leur comportement au niveau de la gestion de leurs dettes. D'accord? Donc la crise grecque risque de reprendre, de refaire surface avec cette façon de faire de la BCE. On a déjà une injection de 750 milliards. Alors, il risque même d'aller encore vers les 1,5 trillions d'euros. Comprenez? Donc, pour moi, la baisse cette hausse auquel on a assisté, même si on a récupéré presque 20% en 3 jours avec cette injection de la liquidité, ce sont des récupérations dues on va dire, à un mode espoir. Parce que quand on regarde à long terme, ce sont des respirations techniques que vous pouvez observer sur le long terme, mais on ne peut pas annuler, selon moi, 35% de baisse juste en injectant de la monnaie. Et puis, ce qui est encore dommage pour le système économique, c'est qu'on est en train de créer, je peux dire, un toxicomane monétaire. Parce que si pour une crise, par exemple, celle de 2008, on a injecté, je vous ai dit, 3,7 trillions. Alors, cette fois-ci, si on injecte 10 trillions, supposément, on va injecter 10 trillions, quel montant on va injecter pour la suite? Vous voyez, c'est un peu comme à l'image du toxicomane qui prend une substance, deux substances, 4, 5, 6, 12, 24 et puis ainsi de suite. Et finalement, il devient totalement accro. Donc, le système financier est très accro aux mesures d'injection de la liquidité massive, de bazooka monétaire, hélicoptère money, peu importe comment vous l'appelez. Mais ça aura des répercussions non seulement sur la productivité industrielle de certaines compagnies, parce qu'il y a des compagnies qui vont être amenées, normalement qui doivent être amenées à disparaître, mais puisque l'économie est du type interventionniste, elles vont prendre plus de risques et mettre beaucoup de titres risqués ou bien même ce qu'on appelle du junk bond ou bien du junk stock parce qu'elles s'en fichent, parce qu'elles savent que peut-être que le gouvernement va les aider à renflouer les caisses. Donc ça va créer encore une autre bulle spéculative au niveau de la solvabilité des différentes entreprises dans les secteurs. Et on risque d'assister à un effondrement total du système. La crise qui arrive, qui guette les États-Unis, risque d'être plus pire que celle de 2008 à cause du comportement politique, parce que ça n'a rien d'économique, ce que Trump fait avec son gouvernement, ça n'a rien d'économique, rassurez-vous, c'est purement politique, et ça peut conduire justement le marché financier tout droit vers le mur. Comprenez? Donc, ma conclusion face à ça, c'est que ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas le moment d'acheter des actions. Je vois des gens qui commencent à dire, oui, c'est le point bas, achetons des actions. Non, ce n'est pas le point bas. Hein? Ce n'est pas le point bas. Je vous ai dit, il y a deux scénarios. Soit on se stabilise sur des niveaux entre 2700 et 2200. Donc, on fait des points hauts, des points bas, des points hauts, des points bas. Et puis, on attend le résultat de l'élection en novembre 2020. Ou bien, on fait donc on a déjà commencé d'ailleurs un V-shape, comme on dit, une sorte de récupération à très court terme, mais ce sont des mesures à très court terme, jusqu'à ce que le marché constate qu'effectivement, il n'y a rien de solide derrière, et donc les anticipations vont nous amener encore à faire rechuter le marché et aller tester les différents points bas du SP500. Personnellement, le SP500, moi je le vois aux alentours des 2000, voire 1800, d'accord? Parce que l'état de l'économie est malade. Il faut une refonte, une réforme de façon structurelle, hein, au niveau des indicateurs, au niveau des agrégats économiques. Il faut limiter un certain nombre d'endettements. Il faut que le gouvernement ait un comportement plus responsable face à la dette, d'accord, et aussi aux impressions de la monnaie. On dirait que depuis quelques années, le seul outil que les États-Unis ont pour régler des phénomènes économiques, c'est l'injection de la monnaie. Or, vous savez que vous êtes bien placé pour savoir, en tout cas, que l'injection de la monnaie, il a ses limites. Hein? La limite, les conséquences perverses de l'injection monétaire, c'est qu'à très court terme et à moyen terme, vous risquez de créer une hyperinflation, et puis à long terme, vous risquez de créer un risque déflationniste. Vous voyez, il n'y a pas d'avantage à injecter de l'argent comme ça dans l'économie. Vous savez, vous souvenez très bien
du cas du Zimbabwe, qui est le classique, où on avait une hyperinflation de 10 000%, et bien, il faisait la même chose là-bas en injectant, en imprimant toujours de l'argent dans l'économie. Vous comprenez? Sauf que c'est vrai, les États-Unis, ce n'est pas le Zimbabwe, c'est pas le Zimbabwe. Comparaison n'est pas raison. Mais il y a quand même des attitudes à ne pas avoir quand on assiste à une crise, surtout qui n'est même pas économique. C'est une crise sanitaire. Il faut plutôt des mesures sanitaires, des mesures pour des sortes, par exemple, de faire plus de dépistage, de subventionner les différents soins qui seront administrés aux gens, par exemple de déployer des machines qui vont laver entièrement les villes pour pouvoir nettoyer ou détruire ce qui est donc en train de se propager, des choses comme ça, mettre les gens en quarantaine, plusieurs mesures sanitaires qu'on connaît, au lieu plutôt d'injecter de l'argent dans l'économie. Récemment, le président Trump a dit qu'il s'attend à ce que New York rouvre ses activités, son commerce, à partir de Pâques, donc à Pâques. Alors que, vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais le secrétaire de l'Organisation mondiale de la santé a dit publiquement que pour aplatir la courbe de la propagation du virus, il faut au moins 6 mois. D'accord? Il faut au moins 6 mois. Alors, on ne peut pas prétendre que, avec ce qu'ils ont fait comme étude, dire qu'on va retrouver au travail dans 2-3 semaines, ce sont des manipulations politiques. C'est fait pour juste galvaniser les gens, pour amener les gens à croire, d'accord, l'invraisemblable, de créer toujours la confiance afin que les gens puissent continuer à dépenser, à stimuler l'économie, parce que l'économie américaine marche à partir de la consommation. Et s'il n'y a pas de consommation, eh ben, elle va tout simplement chuter. On voit les chiffres comme les ventes au détail ou les commandes des biens durables qui ont été littéralement massacrés par cette entrée en quarantaine et puis cette entrée aussi en récession progressive dans laquelle nous évoluons. Vous comprenez? Et certains disent aussi qu'au niveau de la Chine, ça commence à être fini. Et que ça a pris 3 mois. Non, ça n'a pas pris 3 mois parce que si vous regardez encore dans les archives, il y a eu une phase de déni en Chine. D'accord? Le coronavirus a commencé officiellement en Chine à partir de la fin septembre, début octobre. Mais il y a eu une phase de déni. Ils n'ont pas propagé, ils n'ont pas diffusé ça dans les médias, ils n'ont pas parlé parce qu'ils ont cru que ça allait être un virus d'un point de vue local et qu'ils allaient régler ça à l'interne. C'est quand ça a commencé à prendre des propensions, puisqu'ils ont beaucoup de touristes à travers le monde, donc qui rentraient et qui sortaient de la Chine, qui ont commencé à propager ça dans le monde entier. C'est à partir de cela, à partir de fin décembre, début janvier, moi personnellement, c'est le 30 décembre que moi j'ai entendu parler de coronavirus, d'accord? Ça faisait déjà 3 mois qu'il était en activité en Chine, et puis en janvier, on a assisté donc à la baisse du pétrole et ainsi de suite, d'accord? Donc, si on compte à partir de octobre jusqu'à mars, on voit bien que ça fait 6 mois qu'ils ont pris pour prétendument aplatir ou aplanir leur courbe d'évolution de la propagation. Donc, nous, visiblement, le Canada, l'Italie ou bien la France ou les États-Unis, on ne peut pas le faire en 3 semaines. Il ne faut pas croire à ces genres de discours parce que c'est fait simplement pour galvaniser, comme je dis tous les jours, comme je dis, pour permettre à ce que les gens puissent croire que c'est un truc qui va se régler rapidement. Non, c'est un phénomène qui est très important, qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de mesures. Et le gouvernement américain, actuellement, pour moi, est complètement à côté de la plaque. Donc, en définitive, les marchés financiers, pour moi, en tout cas en ce qui concerne ma personne, je ne crois pas que les marchés financiers vont reprendre leur plus belle et que le pire reste à venir. Alors, j'aimerais que vous participez au sondage, que vous laissez en dessous de la vidéo ce que vous pensez. Ça me donnerait donc une opinion de ce que vous pensez à travers tous les messages que vous avez vus ou entendus ici et là sur les réseaux. Merci encore d'avoir suivi cette intervention
Salutations donc à Frédéric qui a participé. Merci d'être là. À Cynthia. Passez une bonne soirée. Danick Bouchard et André Ferland. Portez-vous bien. Restez bien en confinage. Et puis, ben, on se reparle plus tard dans les prochaines interventions. Merci, au revoir.